Sans fausse modestie, je pense pouvoir affirmer que vous êtes bel et bien arrivé sur la vidéo ultime pour tout savoir sur les séries de 2026. À chaque échelon de cette vidéo fleuve, j'ai choisi de confronter deux séries. La première de chaque duel sera une valeur sûre qui revient avec une nouvelle saison, tandis que la seconde sera une nouvelle série qui pourrait créer la surprise, mais aussi, bien sûr, décevoir. Et oui, je sais bien que pour la plupart d'entre nous, il y a bien trop de séries qui sortent par rapport au temps qu'on peut leur consacrer. Raison de plus pour avoir une vision d'ensemble sur les séries qui reviennent ou commencent en 2026. Je vais parler de très nombreuses séries et serai donc obligé d'être très synthétique pour vous les présenter. Si vous ne voyez pas certaines séries très attendues dans la sélection, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'évoquerai celles qui ne devraient sortir qu'en 2027. Enfin, dernière précision, j'ai préféré laisser de côté les séries animées, sinon la vidéo serait devenue ingérable, encore plus longue. Si on met de côté les animés japonais, on peut citer rapidement Invincible saison 4 sur Prime Video, X-Men 97 saison 2 sur Disney+, ou encore Common Side Effects saison 2 sur HBO Max. Le premier duel en 35e position oppose la série de retour The Witcher saison 5 sur Netflix bien sûr, à la nouvelle série Young Sherlock prévue pour le 4 mars 2026 sur Prime Video. J'ai été déçu par les saisons 3 et 4 de The Witcher, sachant que la 4 était vraiment fadasse à mes yeux. Néanmoins, la 5e sera la dernière et on peut donc éventuellement espérer des enjeux élevés, des résolutions attendues de longue date et sans doute des divergences pas très heureuses avec les livres. En face, on a donc une série sur la jeunesse de Sherlock Holmes. S'il s'agit d'une création de Matthew Parkhill, on y voit surtout la patte de Guy Ritchie qui sera réalisateur et producteur délégué. Attention toutefois, Guy Ritchie ne sera pas du tout le seul réalisateur de tous les épisodes de la série. Je dois avouer néanmoins que la bande-annonce m'a laissé perplexe avec un ton qui semble s'inscrire dans la continuité des films de Guy Ritchie, bien loin d'un Sherlock Holmes plus cérébral et tragique, comme je l'avais adoré dans la série des années 80 et 90 portée par l'excellent Jeremy Brett dans le rôle. Au final, entre les deux, mon enthousiasme déclinant et moribond va peut-être ramper jusqu'à The Witcher saison 5 en désespoir de cause, même si on n'est pas loin du match nul qui a rarement aussi bien porté son nom, du moins a priori, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Le duel 34 oppose Empathie saison 2, série québécoise de Canal+, en tant que valeur sûre de retour, à la nouveauté HBO qui se nomme War. Je n'ai toujours pas vu Empathie et c'est pour ça qu'elle est classée aussi bas par défaut, même si j'en lis le plus grand bien. C'est une série dans un institut psychiatrique avec une histoire d'amour apparemment et je n'en sais guère plus. Concernant War maintenant, c'est la première saison de ce qui se voudra comme un format anthologique avec une histoire complète par saison donc sur le principe des grands procès. Et cela commence avec le procès du siècle entre un milliardaire de la tech et une star de cinéma. Ce qui attire notamment, c'est le casting, avec Dominic West, notamment connu pour The Wire dans le rôle du Mania, et Sienna Miller dans celui de son ex-épouse, star mondiale. Deux cabinets d'avocats s'affronteront dans une lutte sans foi ni règle, ça pourrait être sympathique, toujours est-il que sur la base de ce que j'en sais, je donnerais plutôt Empathie saison 2 en gagnante de ce duel, aucune date encore pour ces deux séries, mais ce sera bien sûr courant 2026. Pour le duel 33, nous avons d'un côté Shrinking saison 3, le 28 janvier sur Apple TV, la série qui explore l'évolution de la vie d'un psychiatre, qui commence à parler honnêtement à tout le monde, et de l'autre la mini-série His on Earth, un thriller psychologique sur Netflix avec Tessa Thompson en ex-présentatrice et John Berntal en policier, le tout sur fond d'une ancienne affaire de meurtre qui ressurgit. Impossible pour moi malheureusement d'avoir déjà vu His on Earth déjà sorti depuis le 8 janvier, mais les retours critiques sont contrastés, des rebondissements improbables, des interprètes marquants et pas mal de plaisir et éventuellement coupables, du moins a priori. Concernant Shrinking, notamment porté par Jason Segel et Harrison Ford, elle récolte beaucoup d'éloges et semble un choix plus sûr qui remporte donc assez logiquement ce duel. Le duel en 32e position oppose Paradise saison 2 qui arrive le 23 février sur Disney+, à Orgueil et Préjugés prévu sur Netflix prochainement. Paradise mêle mystère, complot, enquête et enjeux émotionnels. La série est pensée en 3 saisons chacune dans une ambiance assez différente de la précédente, mais avec bien sûr une continuité de l'intrigue et des personnages. Quant à Orgueil et Préjugés, c'est l'énième adaptation de l'excellent roman de Jane Austen, cette fois avec Emma Corrin, vue dans Deadpool et Wolverine, Jack Lowden, vu dans
Slow Horses, Rufus Sewell, inoubliable dans Dark City, ou encore Olivia Colman, vue dans des tas de trucs cool. Je donne l'avantage à Paradise saison 2, mais ici ce sera avant tout une histoire de goût et de sensibilité, sachant qu'on peut espérer beaucoup de charme à cet Orgueil et Préjugés 2026. Le duel numéro 31 devrait vous intriguer avec en valeur plus ou moins sûre Hijack saison 2 qui revient dès ce 14 janvier sur Apple TV, tandis que le petit nouveau c'est la série française Le Charles qui arrivera dans le courant de l'année sur Prime Video, puis plus tard sur M6. Pour rappel, Hijack saison 1 c'était Idris Elba en négociateur dans un détournement d'avion. Cette fois le malheureux se retrouvera dans une rame de métro de Berlin. Ce sera du grand n'importe quoi distrayant sans nul doute. Du côté de la série française on retrouvera Élodie Yung, Alban Lenoir et Jacques Gamblin dans une enquête pour des meurtres commis à bord du porte-avions français, le Charles de Gaulle, une série qui a nécessité la participation de la Marine nationale donc, et qui aura au moins l'originalité de proposer un décor sacrément réel et particulier. Je dois vous avouer que je crains un peu de voir la tronche de la série Le Charles, mais je ne peux pas m'empêcher d'être intrigué à l'idée de voir Élodie et Alban se bagarrer dans un porte-avions, alors je leur donne l'avantage d'une courte tête, d'autant qu'un Charles, il ne nous en reste guère plus qu'en modèle flottant de nos jours. Duel dans la nuit pour la 30e place avec The Night Manager saison 2 qui sort le 11 janvier sur Prime Video, que je lance tel un Pokémon furieux contre Scarpetta, attendu le 11 mars sur Prime Video également, deux séries de la même plateforme donc. La première saison de The Night Manager remonte à 10 ans déjà, et oui, à 2016. C'est une adaptation de roman d'espionnage de John le Carré, un grand nom du genre. On y retrouve Tom Hiddleston, alias Loki, bien sûr, et de nouveau cette chère Olivia Colman. De prime abord, c'est très tentant, seulement voilà, les premiers retours sur la saison 2 sont un peu mitigés et évoquent pour certains lenteur et ennui. De son côté, Scarpetta sera porté par Nicole Kidman et il s'agit là aussi d'une adaptation cette fois des romans de Patricia Cornwell. En effet, on y suivra les investigations d'une médecin légiste jouée au présent par Nicole Kidman et au passé par Rosie McEwen. On y retrouvera aussi Jamie Lee Curtis ou encore Simon Baker, alias le mentaliste. Si je reste circonspect à l'égard des deux séries, je vais laisser le bénéfice du doute à Scarpetta pour lui donner une victoire d'une courte tête, malgré l'affection que je porte au talentueux Tom Hiddleston. Le duel numéro 29 voit la résurrection de Scrubs pour une saison 10, 15 ans après, un retour prévu le 25 février sur Disney+. Et en face, on a une série dont le titre n'est même pas encore certain, mais qu'on appellera Parallax, pour le moment, une série Apple TV. Alors certes, Scrubs a acquis un statut de série culte pour initier, mais tout l'enjeu consiste à savoir si ce comeback bien tardif ne risque pas de transformer sa folie en une soupe mal réchauffée pour un casting en pré-retraite. Du côté de Parallax, il s'agit encore une fois d'une adaptation littéraire, en l'occurrence de Lars Kepler et notamment de son roman L'Hypnotiseur. Et Hollywood oblige, on a transposé l'action de la Suède vers la Pennsylvanie, un peu dommage, mais classique. Liev Schreiber y tiendra le premier rôle, celui de Jonah Lynn, ancien soldat devenu enquêteur à la police criminelle. Quittant Philadelphie, le calme sera de courte durée quand un tueur en série commencera à sévir dans sa petite ville. Et ce tueur, il sera joué par l'excellent Stephen Graham, qu'on a pu voir dans Adolescence notamment, tandis que Zazie Beetz incarnera une agente du FBI et fille adoptive du personnage principal. Vous l'aurez compris, de styles très différents, mais j'avoue être assez intrigué par Parallax, d'autant qu'Apple TV mise souvent sur la qualité. J'ai donc l'outrecuidance de donner la victoire à Parallax face à Scrubs saison 10. Je vous invite à exprimer votre outrage en commentaire, bien entendu. On passe au duel de 28e place, et oui, je sais, c'est un peu fou comme vidéo, avec Monarch Legacy of Monsters saison 2 qui arrive le 27 février sur Apple TV contre Lucky Luke, prévu sur Disney+, puis ensuite sur France Télévisions. Monarch, c'est bien évidemment la série dans l'univers des films Godzilla. Seulement voilà, la première saison s'occupait davantage des histoires sentimentales et de personnages un peu fadas plutôt que de montrer des trucs intéressants sur des monstres géants. Alors Alban Lenoir en Lucky Luke peut-il avoir une chance face au mastodonte, face au kaiju? On sait que le héros solitaire ne le restera pas longtemps puisqu'il cherchera à aider une jeune femme de 18 ans à retrouver sa mère tout en faisant face à de fortes têtes avec Calamity Jane jouée par Camille Chamou, Billy the Kid et Joe Dalton, campé pour Joe par Jérôme Niel. Alors bon, on pourrait avoir une bonne surprise, je vous l'accorde avec l'une comme avec l'autre. J'aime bien Alban Lenoir et l'idée d'un Jérôme Niel en petit nerveux
m'amuse pas mal, mais de l'autre côté, on a quand même Anna Sawai et des monstres géants. Alors je donne Monarch saison 2 vainqueur, en espérant que la série se réveille un peu. En numéro 27, un duel de pouvoir s'annonce entre Avatar, le dernier maître de l'air saison 2 sur Netflix, sans date définie, et Wonder Man le 28 janvier sur Disney+. Alors comment dire, Avatar avait beaucoup d'éléments pour être une belle adaptation en live action, comme on dit, mais finalement le résultat m'avait laissé de glace, notamment dans tout son segment final en milieu polaire. On ne ressentait pas grand chose et le final arrivait presque comme une délivrance. En face, on a une série que Disney+ a très peu mise en avant et qui semble clairement pencher du côté des bizarreries du MCU. Certaines bizarreries comme WandaVision étaient vraiment très chouettes et d'autres nettement plus anecdotiques. Néanmoins, Wonder Man peut compter sur deux éléments encourageants. Tout d'abord, on retrouve Destin Daniel Cretton à la co-création et à la réalisation des 2 premiers épisodes. Il s'agit du réalisateur de Shang-Chi, qui a pris en charge le prochain film Spider-Man depuis, un projet d'ailleurs dont on entend plutôt du bien pour le moment, et depuis Shang-Chi, il semble avoir les faveurs de Disney. Ensuite, on a Yahya Abdul-Mateen II dans le rôle principal, celui de Simon Williams, un acteur charismatique qu'on retrouvera justement dans une série située bien plus haut dans le classement. Oui, je fais un peu de teasing. Alors certes, on a aussi Ben Kingsley qui reprend son rôle de Trevor Slattery d'Iron Man 3, et la série jouera au moins en partie sur une ambiance comique décalée. Si je ne suis pas forcément serein concernant ce Wonder Man, je le suis encore moins pour Avatar saison 2 et je vais donc faire le pari risqué de préférer l'étrangeté Marvel sur ce coup. Duel 26 avec Silo saison 3 sur Apple TV face à Halfman sur HBO Max. Silo témoigne encore de la capacité d'Apple TV à prendre des risques avec des séries de SF. Une humanité réduite à quelques milliers de personnes survit dans des silos souterrains, maintenus dans l'ignorance des secrets de l'extérieur par un pouvoir pernicieux et avide de contrôle. Malheureusement, la saison 2 était moins convaincante que la première et les lecteurs des livres adaptés soulignent combien ils sont meilleurs que la série pour l'instant. Au moins les saisons 3 et 4 de Silo ont été tournées dans la foulée pour éviter les délais à rallonge, même si la date de sortie de la saison 3 reste inconnue pour le moment, ce sera au moins courant 2026. Concernant Halfman, l'idée consiste à suivre le destin de 2 frères, de leur jeunesse à l'âge adulte. On n'en sait guère plus pour le moment, si ce n'est que le tournage s'est tenu pour tout ou partie à Glasgow et qu'on retrouve Richard Gad derrière ce projet et dans un des 2 rôles principaux. Et sa notoriété vient de la série Mon Petit Reine de Netflix, que je n'ai pas vu, mais qui s'inspire de son histoire personnelle et de ses traumatismes et erreurs. Face à lui, on retrouvera Jamie Bell, qui jouera donc son frère. Je vais jouer la sécurité ici et donner la victoire à Silo si vous préférez saison 3, parce que j'avoue me méfier un peu de ce que donnera la série Halfman maintenant que Richard Gad a déjà largement exploité le sujet de sa vie personnelle dans Mon Petit Reine. Le 25e duel oppose Baron Noir saison 4 sur Canal+, à Star Trek Starfleet Academy, qui arrive dès le 15 janvier sur Paramount+. Et oui, c'est une opposition de style frontal, brutal et sans pitié. On me dira sans doute que c'est incomparable, mais de mon point de vue, il est toujours possible de comparer son plaisir de regarder 2 séries ou encore l'anticipation qu'on nourrit à les découvrir. Baron Noir, c'est bien évidemment une plongée sans doute assez réaliste et donc terriblement cynique dans les coulisses de la politique française, aussi bien au niveau d'une ville ou d'une région que sous les dorures de l'Élysée ou du Palais Bourbon. Cadmerade y campe avec justesse le député maire du Nord, Philippe Rigvart, qui va connaître au fil des saisons des défaites et victoires aussi tonitruantes les unes que les autres, le tout sur fond de confiance trahie et abusée. Starfleet Academy envoie Star Trek au 32e siècle, soit loin dans le futur, pour se permettre pas mal de liberté avec ce qui a été fait auparavant. On va y suivre des cadets en formation avec une ambiance adolescente, avec histoire d'amour et compagnie. Néanmoins, la menace d'extraterrestres cannibales devrait pimenter un peu tout ça. Les 2 figures les plus connues sont Holly Hunter à la tête de cette académie et Paul Giamatti dans le rôle de l'antagoniste, une sorte de pirate qui adore s'écouter parler, d'origine moitié Klingon et moitié Tellarite. Sur la base de mes propres attentes et préférences, je serais plus enclin à donner la victoire à Baron Noir saison 4, nettement plus orienté vers un public adulte. Apparemment, la série Star Trek tente de parler à la fois à une audience jeune et adulte, ce qui risque potentiellement de déplaire à tout le monde au final, mais comme toujours, il faudra juger sur pièce pour les intéresser. Et si on passait au duel de 24e position avec Malcolm, rien n'a changé, attendu le 10 avril sur Disney+, et opposé à la nouvelle série comique de Steve Carell, qui s'appellera Rooster, et sortira sur HBO Max courant mars. On a donc ici une série qui ressurgit 20 ans après sa dernière saison avec Malcolm, mais attention, c'est une mini-série pour l'instant, et elle est très courte puisqu'elle compte 4 épisodes de 30 minutes, qui seront tous disponibles le 10 avril.
Malcolm se retrouve embarqué dans sa famille à l'occasion de la célébration des 40 ans de mariage de ses parents. On y retrouvera l'essentiel de la distribution originelle, y compris Bryan Cranston bien sûr, étant donné la cote d'amour de Malcolm difficile pour Rooster d'y tenir tête, mais qui peut résister plus de 5 minutes à Steve Carell. Cette comédie a pour co-créateur Bill Lawrence qui est à l'origine de Scrubs, Ted Lasso et Shrinking. Elle aura pour contexte le milieu universitaire et se concentrera notamment sur la relation père-fille entre un écrivain joué par Carell et sa fille jouée par Charlie Clive, le tout sur 10 épisodes format 30 minutes. Ici, malgré tout, il semble difficile d'aller contre Malcolm qui devrait combler les fans, d'autant que les bonnes idées ont dû être bien concentrées pour se limiter sagement à 4 épisodes. Rooster a du potentiel, mais Steve Carell ne peut assurer la qualité d'une série à lui seul, et on sait combien la comédie est un art délicat. Je donne donc la victoire à Malcolm, mais j'essaierai de jeter un œil à Rooster. En 23e position, je me suis amusé à mettre en compétition 2 séries dans lesquelles on retrouve notre cher Kit Harington, alias Jon Snow. La première, c'est Industry saison 4, sortant déjà le 11 janvier sur HBO Max, et la seconde, c'est Le Conte de deux cités, adaptation de Dickens par la BBC, mais qu'on verra en France sur Prime Video, sans date précise pour le moment. Industry traite du monde sans pitié de la finance, à la bourse de Londres notamment. C'est une série adulte avec drogue et sexe à gogo, mais surtout une série dont l'appréciation augmente au fil des saisons. En pointant le fonctionnement d'un secteur qui reste nébuleux pour beaucoup et qui détermine pourtant tellement de choses, elle permet, par le biais de la fiction, de mieux saisir la vacuité du réel que l'humanité se construit plus ou moins volontairement. En face, on a une mini-série en 4 épisodes qui adapte donc le roman de Charles Dickens, réputé comme étant le plus abouti d'un point de vue historique. A Tale of Two Cities se déroule autour de l'époque de la Révolution française, en suivant le destin de personnages entre Paris et Londres. Kit Harington y jouera Sidney Carlton, un personnage brillant mais cynique et alcoolique, tandis que notre cher François Civil incarnera Charles Darnay, un gentilhomme qui se préoccupe du sort des plus démunis et qui se trouve rival amoureux de Sidney Carlton. Les deux hommes ont une certaine ressemblance physique qui joue un rôle dans l'histoire. Voilà un duel bien délicat à départager. La saison 3 d'Industry était la meilleure et la 4e est donc légitimement très attendue. Ceci étant, Le Conte de deux cités, avec ces 2 acteurs, promet pas mal et me laisse fort curieux du résultat. Je vais toutefois attribuer la victoire à Industry, une série encore méconnue et sous-estimée. Le duel de 22e place est un sacré choc des genres entre One Piece saison 2 qui arrive le 10 mars sur Netflix et Sa Majesté des Mouches, une mini-série BBC en 4 épisodes dont on ignore encore le diffuseur pour la France. Tout le monde ou presque connaît One Piece ainsi que les qualités et défauts de son adaptation live, même si les avis divergent bien évidemment à cet égard. Je sais que je regarderai cette saison 2, mais je sais aussi que la première m'avait laissé assez perplexe dans l'ensemble, une sorte de divertissement sympathique et assez inventif, mais parfois très laid, avec des épisodes d'intérêt inégal et un impact sans doute bien inférieur à ce que vaut l'œuvre d'origine. Du côté de Sa Majesté des Mouches, on a l'adaptation d'un classique de la littérature. Pour rappel, le livre de William Golding, paru en 1954, explore la manière dont des enfants rescapés d'un crash sur une île déserte vont réinventer la société et ses pires travers dans la mise en place d'une structure de pouvoir et l'émergence de conflits entre eux. Le projet est notamment porté par Jack Stone, qu'on retrouvait derrière la mini-série Adolescence. La distribution se compose d'enfants totalement inconnus au bataillon pour l'instant, et le projet a la bénédiction des ayants droit de l'auteur pour la première fois. Tous les ingrédients sont réunis pour une mini-série coup de poing, et même un Gomu Gomu no pistol de Luffy ne pourra pas avoir autant d'impact. C'est donc une victoire par KO pour Sa Majesté des Mouches, et même si elles sont déjà les protestations en commentaire, je les sens venir. Rappel, ce ne sont que des paris sur des séries que je n'ai pas encore vues. Tout reste donc du domaine de la spéculation, même si on a des repères pour les nouvelles saisons des séries de retour. Au pied du top 20, nous voilà logiquement au duel 21, qui voit l'affrontement de Dark Matter saison 2 qui pourrait arriver au cours du printemps sur Apple TV, et de la nouvelle série Ponies qui débute dès le 15 janvier sur Peacock, un service pas bien répandu en France, je vous l'accorde. Dark Matter saison 1 était encore une adaptation de livre de SF sur Apple TV. La série avait pour elle un magnifique casting et un concept intrigant de multivers. En revanche, on avait pas mal de décisions et de comportements plus ou moins stupides de la part des personnages et quelques aberrations du genre. Je pense que ce sont vraiment Joel Edgerton et Jennifer Connelly qui ont réussi à maintenir mon intérêt. Sur cette base, on a une saison 2 qui a déjà été tournée, mais dont le scénario sort du cadre du roman, dont l'intrigue se trouvait déjà dans la saison 1 dans son entièreté. On part donc en terra incognita et on se demande légitimement si ce sera pour le meilleur ou pour le pire. En face, on a Ponies, une série qui se déroule en 1977 à Moscou et dans laquelle les épouses de 2 agents de l'ambassade américaine découvrent que leurs maris sont morts lors du sabotage d'un vol et elles décident de se porter volontaires pour espionner les Russes.
bonne idée. Le titre Ponies dérive de Person of No Interest pour souligner qu'elles sont insignifiantes et donc parfaites pour passer sous les radars. On retrouve au casting Emilia Clarke, qu'on ne présente plus bien sûr, et Hayley Lou Richardson, qu'on avait notamment pu apprécier dans The White Lotus, saison 2. Et je dois dire que je ne me facilite pas la tâche, encore une fois, mais justement l'idée consiste à proposer des duels serrés autant que possible. Si on met de côté le problème d'accessibilité de Peacock, Ponies pourrait avoir plus d'originalité, voire de subtilité. Néanmoins, le concept de Dark Matter et ses interprètes me pousseront à y jeter un œil, et je vais lui accorder la victoire, même si j'aimerais qu'Emilia Clarke renoue avec un grand succès public. Allez hop, c'est parti, 20e place pour un combat entre Lestat le vampire sur Paramount+, et un prophète sur Canal+. Lestat le vampire, c'est le nom d'Entretien avec un vampire saison 3, et c'est attendu pour cet été. La série mise sur une séparation à haut risque entre Louis et Lestat. Il pourra compter sur la présence magnétique de Sam Royd pour incarner le vampire mythique Dan Rice. Alors oui, j'avoue, je n'en suis toujours qu'au début de cette série, Entretien avec un vampire, dont on me dit le plus grand bien de la saison 2 notamment. Le potentiel est bien là, aucun doute, et la saison 3 propose déjà une bande-annonce qui me semble très prometteuse dans une ambiance glam rock horreur, avec une certaine touche de folie. Concernant la série Un prophète, il s'agit d'une nouvelle version du classique éponyme de Jacques Audiard, le film bien sûr, qui suivra en 8 épisodes le destin de Malik, un jeune Comorien mis en prison à Marseille pour possession de drogue et qui devra se forger son propre chemin en passant d'abord sous la coupe de Massoud, incarné par Samy Bouajila. On retrouve les scénaristes du film d'origine avec l'ambition d'adapter le récit au présent et à Marseille. Je vous dirai bien sûr de jeter un œil aux deux, sachant qu'on a à nouveau un grand écart ici entre le fantastique et le réalisme social teinté de réflexion philosophique. Je vais laisser mes goûts parler, encore une fois, et donner la victoire à Lestat le vampire, mais je suis vraiment très curieux de voir ce que donnera Un prophète. Le numéro 19 nous invite au choc entre Mobland saison 2 qui devrait sortir courant 2026 sur Paramount+, et The Beauty, nouvelle série Disney+, le 22 janvier. J'ai regardé 10 minutes de Mobland pour l'instant, et oui je sais, c'est très mal, mais on fait comme on peut. Quoi qu'il en soit, j'en ai lu beaucoup de bien et un petit peu de mal, et je constate qu'une note de 7,5 sur Sens Critique, c'est quand même pas mal du tout. Pour rappel, Mobland suit une famille mafieuse de Londres avec Pierce Brosnan et Helen Mirren en figure d'autorité et Paddy Considine dans le rôle du fils héritier. Tom Hardy est le principal homme de main et c'est lui qui se coltine les principales emmerdes. Du côté de The Beauty, il s'agit de l'adaptation d'une bande dessinée de Jason Hurley et Jeremy Owen qui traite d'une MST qui rend les gens beaux. Dans la série, c'est une sorte de substance de laboratoire créée par un milliardaire sans scrupules. Les victimes y gagnent une plastique de rêve, un peu comme moi, mais aussi une courte espérance de vie et des accès de violence incontrôlables apparemment. On pense bien sûr au film The Substance et on note que derrière le projet, on trouve l'ultra prolifique Ryan Murphy qui est déjà derrière l'anthologie criminelle Monstre sur Netflix, derrière American Horror Story, mais aussi Nip Tuck, Glee et Ratched par exemple. Assez content, je dois dire, d'y retrouver Evan Peters et Rebecca Hall, nettement moins convaincu par le choix d'Ashton Kutcher, mais bon, on aura Isabella Rossellini qui détestera son personnage apparemment. Dans ce duel, on a clairement une opposition entre recettes bien établies, voire poncifs, un peu racornies du côté de Mobland, et prise de risque sur la thématique, comme notamment cette question de l'addiction à la beauté qui sévit depuis les réseaux jusqu'aux gourous et autres icônes et victimes des aiguilles, des bistouris, dont on arbore le résultat fièrement, tout en niant généralement y avoir eu recours. Je vais choisir The Beauty avec un risque élevé de me planter. 18e position pour Beef saison 2 ou Acharné en VF qui arrive le 16 avril sur Netflix et qui doit abattre Carrie, une nouvelle adaptation du best-seller de Stephen King au format mini-série sur Prime Video. Acharné devient donc une série de type anthologie après une première saison marquée par le succès du face-à-face entre Steven Yeun et Ali Wong qui avaient remporté chacun un Emmy Award en plus de celle pour la meilleure mini-série. Et la saison 2 mise sur un sacré quatuor de couples, un jeune composé de Kaylee Spaeny et Charles Malton et un moins jeune avec Oscar Isaac et Carey Mulligan. Le jeu de manipulation aura pour cadre un country club et on n'en sait pas beaucoup plus, sinon que le créateur et showrunner de la première mouture, Lee Sung-jin, revient aux commandes. Quant au projet Carrie, il est mené par Mike Flanagan, à qui on doit quelques films souvent médiocres et les séries généralement tenues en haute estime comme The Haunting of Hill House, Sermon de minuit, La chute de la maison Usher, et j'en passe. Vous l'aurez peut-être deviné à ces quelques phrases, je suis moins enthousiaste que la moyenne des gens envers son travail que je trouve parfois surévalué, la forme l'emportant souvent sur le fond et sur la cohérence du récit.
Ce n'est pas non plus un tâcheron, bien sûr, mais disons que je me méfie un petit peu. De ce fait, j'ai plus de curiosité et d'attirance pour Acharné saison 2 que pour cette nouvelle version de Carrie, qui devrait bien évidemment développer l'impact des réseaux sociaux et autres téléphones portables sur les phénomènes de harcèlement scolaire. La 17e marche nous mène environ à la moitié de cette vidéo de fou furieux. Pensez à vous hydrater surtout, et merci d'avance de rendre hommage au monteur héroïque de ce mastodonte aux 70 séries. C'est ce cher double dur qui est toujours cité en description de mes vidéos. On a dans le coin rouge The Studio saison 2 sur Apple TV et dans le coin bleu Crystal Lake sur Peacock. The Studio, c'est la série qui se moque brillamment d'Hollywood pour ses appréciateurs et celle qui se regarde un peu le nombril pour ses détracteurs. Série de et avec Seth Rogen, on y suit les coulisses de la production de films avec des tas de clins d'œil et de caméos. Encore une série que j'ai commencé mais suis loin d'avoir fini. Peut-être que je devrais relancer l'épisode plutôt que de terminer cette vidéo pour vous. Bon, je sais, c'est une mauvaise idée. Quant à Crystal Lake, c'est tout simplement l'idée des origines du tueur Jason Voorhees de Vendredi 13. Ben oui, encore cette manie de vouloir tout expliquer et d'exploiter à fond les franchises. Ceci étant, initialement le projet était carrément excitant car il était entre les mains de Brian Fuller, le créateur de Pushing Daisies, ou encore Hannibal. Malheureusement, suite à une mésentente avec le studio A24, qu'on a plutôt l'habitude de voir au cinéma, Fuller a quitté le projet et immédiatement la perspective devient nettement moins attrayante, à mes yeux du moins. De ce fait, je donne la préférence à The Studio saison 2 parce que merde, fallait pas virer Brian. La 16e place nous promet le face-à-face de deux figures solaires avec Ted Lasso saison 4 sur Apple TV et Buffy New Sunnydale sur Disney+, aucune des deux n'ayant pour le moment de date de diffusion officielle. Ted Lasso, c'est la comédie feel-good et humaine par excellence qui commence avec un entraîneur de football américain propulsé dans le monde du soccer anglais pour faire remonter une équipe en déclin. Au-delà d'une ode à la gentillesse et à l'optimisme, on y découvre des portraits nuancés de personnages qui savent nous surprendre et révéler un peu plus que le cliché initial auquel on les avait associés. C'est une série dont l'empreinte grandit progressivement, l'air de rien. Au début, on se dit « ouais, pourquoi elle a bonne réputation cette série ?» Puis ensuite, on se laisse généralement convaincre, du moins pour la majorité des spectateurs. Du côté de Buffy New Sunnydale, maintenant, Sarah Michelle Gellar reprendra son rôle iconique et elle explique que ce n'est pas un reboot ni une suite directe, mais une continuation de l'univers qui ne laissera pas de côté ceux qui ne connaissent pas la série d'origine. On aura une nouvelle chasseuse, bien sûr, et on sait que Chloé Zhao est étroitement impliquée dans le projet. On retrouvera des personnages de la série d'origine, avec des tas de surprises, je n'en doute pas. Quant à la tonalité générale de la série, tout reste possible. On ignore à quel point on s'efforcera de retrouver celle de la Buffy des années fin 90 et début 2000. Je vais accorder la victoire à Buffy par curiosité, sachant que Ted Lasso a déjà 3 saisons plutôt satisfaisantes et qu'on s'interroge un peu quant à la pertinence de la 4e. Ceci dit, on est très loin d'être à l'abri d'une déception avec Buffy, d'autant que la série est toute auréolée d'une gloire parfois quelque peu exagérée du fait de son association avec une période de jeunesse par certains. On entre dans le top 15 du classement avec un duel de femmes au sabre laser si Ahsoka avait le choix des armes dans sa saison 2 attendue sur Disney+, sans doute assez tard dans l'année, un duel contre Jessica Chastain dans The Savant sur Apple TV qui devrait finalement sortir cette année, enfin on suppose. Alors oui, Ahsoka avait des défauts comme la plupart des séries Star Wars qui sont loin derrière Andor ou les meilleurs moments du Mandalorian, mais bon, je reste assez curieux de découvrir la suite, même si ce sera malheureusement sans Ray Stevenson qui nous a tragiquement quittés et qui sera remplacé par Rory McCann qui incarnait le limier dans Game of Thrones. L'amiral Thrawn retrouvera-t-il de sa superbe dans cette saison 2 ? Quel rôle aura Ezra Bridger ? Par ailleurs, on sait que cette saison 2 sera connectée au film Le Mandalorian et Grogu qui sort au mois de mai et l'ensemble pourrait éventuellement apporter une forme de point final à l'époque mandalorienne de Star Wars, du moins on testera les réactions du public pour savoir si on passe à autre chose. La situation de The Savant est très particulière puisque la série devait sortir à l'automne 2025 mais elle a été repoussée par Apple suite à l'assassinat de Charlie Kirk, drôle de décision. La série décrit l'action d'une femme qui infiltre les forums de discussion de terroristes américains en puissance afin de déjouer à l'avance les actions violentes, notamment des groupuscules d'extrême droite. Cette décision de reporter la série était extrêmement lâche de la part d'Apple et Jessica Chastain avait exprimé son désaccord avec ce choix un peu claqué au sol. On suppose que la série sortira courant 2026, mais étant donné la tronche de la situation intérieure des États-Unis, on se demande s'il y aura vraiment un bon moment pour ressortir cette série, si Apple a peur de choquer la sensibilité des excités d'extrême droite qui sont malheureusement et littéralement au pouvoir et en train de justifier l'assassinat d'une citoyenne innocente filmée sous tous les angles, en 4K j'ai envie de dire. Je suppose que The Savant sera une série plus aboutie qu'Ahsoka,
mais bon, ça reste Star Wars, et ce serait mentir de dire que je n'ai pas davantage d'anticipation pour Ahsoka, qui remporte donc ici la victoire. En numéro 14, je vous propose un affrontement tout flingue dehors entre The Gentleman saison 2 sur Netflix, sans date précise, et Memory of a Killer qui arrive a priori le 26 janvier sur Disney+. The Gentleman première saison, c'était le projet le plus abouti de Guy Ritchie depuis un bon moment, avec un excellent casting, Theo James et Kaya Scodelario en tête, et une ambiance typique des meilleurs délires de gangsters de Ritchie. C'est tout simplement un plaisir coupable bien douillet avec cet héritier de l'aristocratie anglaise qui doit composer avec une famille de criminels qui utilisent ces terres pour cacher de la production de drogue. De la drôlerie, de la violence, des situations improbables, des problèmes rocambolesques aux solutions aussi jouissives que peu crédibles, on s'amuse quoi et ça fait du bien. La saison 2 saura-t-elle éviter la redite ou la surenchère qui s'essouffle ? On verra bien. Quant à Memory of a Murder, c'est le remake en série d'un film belge, je crois, qui suit le périple sinueux d'un tueur à gages souffrant de symptômes croissants d'Alzheimer. Dans le rôle principal, on a Patrick Dempsey, qui a déjà 60 ans, à l'air de rien, et qui nous fait une John Wick aiguë, apparemment. Quoi qu'il en soit, le concept est quand même riche en potentiel et on peut s'attendre à une série prenante susceptible de jouer d'un suspense en deux temps, avec celui de l'intrigue principale, auquel se surimposera celui d'un narrateur non fiable. Je vais jouer la sécurité ici néanmoins, et parier plutôt sur The Gentleman, qui était une des bonnes surprises de 2024. 13e place avec une opposition d'études de société en quelque sorte, puisqu'on a The Testaments prévu pour avril sur Disney+, d'une part, et Margot a des problèmes d'argent le 15 avril sur Apple TV d'autre part. Alors oui, j'ai un petit peu triché en mettant The Testaments dans les valeurs sûres, mais c'est une suite presque directe de la série La Servante écarlate, puisqu'il s'agit de l'adaptation du roman de 2019 par la même autrice, Margaret Atwood. Honte à moi, j'ai toujours eu du mal à accrocher à La Servante écarlate, toutefois dans cette suite qui se situe dans le régime totalitaire de Gilead 15 ans plus tard, on va retrouver Chase Infinity dans le premier rôle, celui d'Agnès. Chase Infinity, c'est la grande révélation du film, une bataille après l'autre, et je suis loin d'être le seul à penser qu'elle est en train de devenir une star. On y retrouvera aussi Anne Dowd qui m'avait marqué dans The Leftovers. Pour rappel, la République de Gilead est mise en place par une secte intégriste protestante réactionnaire qui impose une totale remise en cause de la place des femmes dans la société. Point positif, Bruce Miller, le showrunner de La Servante écarlate, s'est consacré au projet The Testaments dès 2023, ce qui souligne qu'on est loin d'un spin-off sans âme, mais bien d'un projet qui s'inscrit dans la droite lignée de la série d'origine. En face, sous le titre relativement trivial « Margot a des problèmes d'argent », on a une nouvelle série qui affiche une distribution assez folle, avec Elle Fanning dans le rôle principal, Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer et Nick Offerman. Il s'agit de l'adaptation d'un roman de 2024. Margot tombe enceinte de son professeur d'anglais à l'université et se tourne vers OnlyFans pour gagner de l'argent. Elle renoue avec son père qui lui partage des conseils de vie glanés au fil de sa carrière de catcheur. Et si ce pitch n'était pas suffisant pour piquer votre curiosité, sachez qu'on retrouve David E. Kelley derrière le projet, le gars à qui on doit Ally McBeal, Big Little Lies, mais aussi la réalisatrice de la première saison de Loki, Kate Herron, qui sera de la partie. Apparemment, les 3 premiers épisodes sortiront le 15 avril et la suite au rythme d'un par semaine. Je suis curieux de voir ce que donneront les 2 projets, mais j'avoue que Margot a des problèmes d'argent semble avoir le potentiel d'être une grosse surprise, alors je vais miser sur cette prise de risque. Numéro 12 du classement est duel de style entre Slow Horses saison 6 sur Apple TV et Les Nerfs à vif aussi sur Apple TV. D'ailleurs, je reviendrai sur le nombre de séries par plateforme en fin de vidéo, et Apple TV est carrément bien placé, je dois dire. Rappel rapide, Slow Horses parle des ratés du MI5 réunis dans ce qu'on appelle l'étable, une unité et un immeuble délabré confié à un ancien cador, le sémillant Jack Lamb, qui manie le prout avec autant d'aisance que le raisonnement logique et la saillie ironique. Gary Oldman, Jack Lowden, Christine Scott Thomas et j'en passe, tout ce petit monde vous entraîne dans des intrigues haletantes menées par des agents pour le moins imparfaits. La série est une adaptation de roman, oui je sais, encore une fois, et elle enchaîne les courtes saisons de 6 épisodes chacune avec une régularité impressionnante. En face, on a une autre adaptation de roman, mais qui est aussi un remake de remake, puisque Les Nerfs à vif, ou Cape Fear en VO, est notamment connu pour le film de Martin Scorsese avec Robert De Niro. Max Cady a été condamné pour viol et il en veut à mort à l'avocat qui a participé à sa condamnation. Il est bien décidé à faire vivre un enfer à sa famille. Dans le rôle de Cady, on aura Javier Bardem et dans celui du couple visé, on retrouve les excellents Patrick Wilson et Amy Adams. Sachant que le tournage s'est achevé en octobre, il ne faut pas s'attendre à voir cette nouvelle version des Nerfs à vif avant la seconde partie de 2026. Quant au résultat de ce duel, c'est bien délicat, je vous avoue, tant il est difficile de parier contre la régularité de Slow Horses dans la qualité. Toutefois, l'idée de revoir Javier Bardem en méchant est tellement cool
que je donne la victoire à la série les nerfs à vif. On arrive à un cheveu du top 10, mais on reste en numéro 11 encore avec Daredevil Born Again saison 2, prévue courant mars sur Disney+. Et l'homme sans peur va devoir se friter contre John Steinbeck avec l'adaptation en série du classique de la littérature À l'Est d'Éden sur Netflix. Alors c'est vrai, j'avais été déçu par la première saison de Daredevil Born Again, car à mes yeux, les 3 saisons de la série d'origine sont ce qui se fait de mieux en série super-héroïque. J'espère que la saison 2 du renouveau redressera la barre. Les éléments sont là, et on sait qu'on aura même le retour de Jessica Jones. Vincent D'Onofrio est toujours un des sinon le meilleur méchant de Marvel en Wilson Fisk, et Charlie Cox parfait en Matt Murdock. Ne reste plus qu'à resserrer l'écriture et tenter de retrouver le nerf de la réalisation des saisons passées pour renouer avec la grandeur du diable d'Hell's Kitchen. Un héros de pop culture sera-t-il de taille contre un classique comme À l'Est d'Éden qui dresse le portrait sans pitié d'une saga familiale dans la vallée de Salinas en Californie entre 1862 et 1918? On y retrouvera l'admirable Florence Pugh, Christopher Abbott ou encore Mike Feist, vu notamment dans le film Challengers. Mini-série de 7 épisodes écrite par Zoé Kazan qui assure aussi la production exécutive. On peut souligner que les 3 derniers épisodes sont réalisés par la française Laure de Clermont-Tonnerre. Sur la base de mes goûts personnels, il ne fait aucun doute que j'attends davantage Daredevil qu'À l'Est d'Éden, même si c'est sans doute un peu moche à dire, mais j'avoue néanmoins être très preneur des performances de Florence Pugh qui m'attirent vers ce projet. Vous l'aurez compris, je vais rester réaliste et donner la victoire à Daredevil Born Again saison 2, mais on gardera évidemment À l'Est d'Éden à l'œil. Et voilà, nous arrivons au top 10 avec Le Problème à 3 corps saison 2 qui arrive plutôt en fin d'année sur Netflix, contre Vision Quest, série Marvel qui devrait aussi viser l'automne, ou plutôt sur Disney+. Le Problème à 3 corps, c'est bien évidemment l'adaptation de la trilogie de romans de Liu Cixin, qui décrit l'effet de l'arrivée d'une force d'invasion extraterrestre sur des siècles d'évolution de l'espèce humaine qui tente de s'y préparer malgré l'écrasante différence de niveau technologique. Et c'est le duo Weiss et Benioff, tant loué puis décrié pour Game of Thrones et sa fin, qui est aux commandes, et on sait que les saisons 2 et 3 ont été tournées dans la foulée pour éviter une trop longue attente, sachant que la première saison était sortie en 2024. Une première saison qui a été beaucoup appréciée par certains, mais aussi très critiquée par une portion des lecteurs déçus. Pour ma part, sachant que j'ai lu la trilogie, j'ai vu un certain potentiel et je suis très curieux de voir la suite qui va se diriger vers des défis d'adaptation toujours croissants. Vision Quest va suivre le destin du Vision reconstruit à la fin de WandaVision, tout en l'amenant à se confronter ou à collaborer avec d'autres intelligences artificielles comme Ultron, Jarvis, Friday ou même Edith, liée à des lunettes offertes à Peter Parker. Vision Quest s'inscrit dans la lignée de WandaVision, mais aussi d'Agatha All Along, dans laquelle on retrouvait Billy, et où il retrouvait la mémoire. Billy, c'est bien sûr un des 2 enfants de Wanda et Vision. On devrait donc découvrir dans Vision Quest Thomas, en version jeune adulte, c'est celui qui est doté de super vitesse. Paul Bettany est un bon acteur et l'histoire tragique de Vision, notamment après le destin apparent de Wanda dans Doctor Strange 2, est porteuse d'un potentiel dramatique certain. Ceci étant dit, je vais donner Le Problème à 3 corps gagnant de ce duel, car j'ai tout simplement plus d'attente et de confiance de ce côté, malgré mes réserves. À la 9e place, je vous propose une opposition de style entre Dexter Résurrection saison 2 sur Canal+, et Star City sur Apple TV. On a un tueur en série qui essaie d'être un père modèle et une uchronie sur la course à l'espace du côté russe. Je pourrais sans doute m'arrêter là dans la description, j'avais pris un véritable plaisir à suivre Dexter Résurrection et je me demande comment la suite pourra être à la hauteur tout en évitant de sombrer dans une surenchère de n'importe quoi encore plus extravagante. Le tournage ne devrait toutefois commencer que le 13 avril 2026, ce qui fait court pour espérer un retour pour fêter les 20 ans de la saison 1 de Dexter, soit début octobre 2026. On ignore encore qui pourrait être invité sur cette saison 2, sachant qu'il faudra faire fort pour égaler ceux de la saison 1. Quant à Star City, il s'agit bien sûr d'un spin-off de la série For All Mankind, qui suivra cette fois le programme spatial russe. On a Rhys Ifans en tête d'affiche, qui est sans doute le plus connu maintenant pour son rôle de Otto Hightower dans House of the Dragon. Il sera accompagné d'Anna Maxwell Martin, qui mènera l'équipe de surveillance du KGB. Sachant qu'on manque beaucoup d'éléments pour le moment, je préfère m'en tenir à la bonne expérience de saison 1 et donner la victoire à Dexter Résurrection. En 8e position, on a The Day of the Jackal, saison 2 sur Prime Video, contre The Burrow sur Netflix. Le jour du chacal était l'une des meilleures surprises de fin 2024 et j'attends avec impatience la suite, sans avoir l'absolue certitude pour autant qu'elle arrivera d'ici fin 2026, même si ça reste apparemment l'objectif. Suivre le meilleur assassin au monde promet de mettre le spectateur dans l'inconfortable position d'être fasciné par l'ultra-compétence d'un personnage immoral. On a toutes les raisons d'être contre lui, mais l'adversité et sa capacité à en triompher font tout le sel de la série.
Reste à trouver un adversaire à la hauteur d'Eddie Redmayne pour cette suite, mais j'ai hâte de voir. The Burrows, c'est Stranger Things chez les retraités, enfin du moins on y retrouve les frères Duffer en producteurs exécutifs, même si la création de la série revient à Jeffrey Addis et Will Matthews. Le concept, dans une communauté de retraités au Nouveau-Mexique, des héros doivent se confronter à l'entité extraterrestre qui cherche à leur voler le temps qu'il leur reste. La distribution est plutôt alléchante avec Bill Pullman, Gina Davis, Clark Peters, Alfred Molina et Alfred Woodward. Alors bon, je prends conscience que j'aurais pu aussi classer ce projet nettement plus bas dans la liste, sachant qu'on n'en sait pas grand-chose justement, mais bon, je mise beaucoup sur le casting. Quoi qu'il en soit, la victoire de ce duel un peu déséquilibré revient assez facilement au Jour du Chacal, saison 2. Numéro 7 avec Euphoria, saison 3 en avril sur HBO Max contre Lucky sur Apple TV. Euphoria reste à mes yeux une série fascinante et sa saison 3 annonce la couleur, à savoir le noir, puisque Sam Levinson veut s'inspirer du film noir pour définir l'ambiance de ce retour qui pourrait sans doute aussi être une conclusion en 8 épisodes. On retrouvera Zendaya dans le rôle de Rue qui lui a déjà valu 2 Emmy Awards, ainsi que Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Alexa Demi, Maud Apatow, mais aussi tout un tas de nouveaux venus comme Sharon Stone ou Natasha Lyonne. À la composition de la bande originale, on aura le résultat de la collaboration entre Labyrinth et Hans Zimmer. On peut supposer que l'addiction et les conséquences de fréquentation plus que douteuses avec des criminels devraient jouer un rôle dans cette saison 3. La violence des émotions ne devrait guère s'atténuer, tandis que les personnages quittent l'adolescence tardive pour devenir adultes pour de bon, ou tout du moins essayer. Et qui d'autre qu'Anya Taylor-Joy pour tenter de tenir la dragée haute à Zendaya, celle qu'on retrouvera dans le prochain film Dune, se font ici face dans un duel de haut niveau. Lucky va suivre les tribulations et mésaventures d'une ancienne arnaqueuse qui se retrouve poursuivie par le FBI et des criminels bien pires qu'elle. Avec Annette Bening en mafieuse et Timothy Olyphant en père de l'héroïne pour compléter le casting central de la mini-série, on devrait pouvoir compter sur Jonathan Tropper qui a travaillé sur Banshee, Sea ou encore Warrior pour nous concocter un récit bien dynamique. Surprise ou pas du tout, Lucky est encore une fois une adaptation de roman. Quant au titre, qu'on peut traduire par chanceuse, il est notamment lié au fait que le personnage d'Anya Taylor-Joy gagnera la loterie mais sans pouvoir venir récupérer son gain, du moins sans prendre de risques énormes. Puisqu'il faut trancher, je vais néanmoins choisir Euphoria saison 3 parce que bon quand même, on a eu de sacrés moments d'actrices et d'acteurs dans cette série, parfois méjugés. La 6e place jette un homme en feu contre un ours. Du côté des valeurs sûres, on a The Bear saison 5 qui arrivera courant d'année sur Disney+, et la nouveauté, ou quasi-nouveauté, c'est Man on Fire sur Netflix. J'ai déjà consacré une vidéo entière à la série The Bear pour convaincre les récalcitrants de s'y essayer et de passer outre le choc ou le questionnement d'un ou deux premiers épisodes pour profiter de cette œuvre magnifique. Rassurez-vous, je ne vais pas spoiler la fin de la saison 4, mais disons que la 5e va nécessairement s'ouvrir sur un grand point d'interrogation. J'ai hâte de retrouver ces personnages confrontés à des tas de problèmes comme le deuil, la dépendance, l'indécision, le manque de confiance en soi, et j'en passe. The Bear a une identité très spécifique qui forme un écrin pour de magnifiques performances d'actrices et d'acteurs. C'est une histoire qui se sert des décors et prétextes magnifiés de Chicago et de l'art gastronomique culinaire pour parler de nous tous. Man on Fire est surtout connu pour le film de Tony Scott centré sur Denzel Washington. Initialement, il s'agit du premier roman d'une saga épisodique en 5 volumes autour du personnage de Marcus Creasy, un ancien légionnaire et mercenaire qui cherche à se reconstruire et travaille dans la protection rapprochée. C'est un récit empli de poncifs bien sûr avec le vétéran qui survit pour se venger. Néanmoins, ce type d'histoire simple ont toujours du potentiel, surtout quand on a envie d'explorer une réalité qui nous montre enfin des méchants faciles à identifier et qui morflent face à un personnage qui incarne notre soif collective de justice expéditive sur laquelle il vaut mieux ne pas trop réfléchir ni surtout chercher à l'appliquer au monde réel. Dans cette nouvelle version de Man on Fire, on aura le plaisir de retrouver Yahya Abdul-Mateen II, qui est aussi en tête d'affiche de Wonder Man dans ce même classement. L'acteur a le physique et le charisme, reste maintenant à voir si les scénaristes auront ce qu'il faut pour conserver le punch d'une telle histoire en la transposant en série. Ils seront aidés par l'idée de transposer les 2 premiers tomes de la saga dès cette première saison, même si je ne peux que donner la victoire à The Bear, devenu cher à mon cœur, j'ai bien envie d'une série qui tabasse en mode Reacher, mais en version un peu plus sérieuse et sans pitié. Nous voilà donc arrivés dans le sacro-saint top 5 de ce classement titanesque avec un duel à l'ombre plutôt qu'au soleil, puisqu'il oppose From saison 4 sur Paramount+, à Spider Noir sur Prime Video. Alors il paraît que From s'appelle Provenance en VF, mais ce titre est relativement atroce, donc on va rester sur From, qui n'est certes pas facile à traduire de manière convaincante,
Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette série dans des vidéos assez récentes. À mes yeux, c'est la meilleure série du genre fantastique épouvante qui est actuellement diffusée. Le concept de From, c'est que des gens se trouvent bloqués lors d'un déplacement par un arbre tombé en travers d'une route, et quand ils essaient de trouver un autre chemin, ils finissent toujours par revenir dans une petite ville maudite où sont coincés d'autres survivants comme eux. Cette ville est soumise à une ou plusieurs influences surnaturelles et elle est parcourue par des créatures impitoyables prenant apparence humaine qui massacrent quiconque croise leur chemin la nuit tombée. Il y a bien plus qui se trame bien entendu, mais il faudra regarder la série pour en savoir plus. La saison 3 a fini très fort, notamment en introduisant un nouvel antagoniste marquant, et j'ai forcément hâte de me replonger dans les mystères et agonies que traverse ce groupe de personnages qui succombent un par un face aux atrocités du lieu. Alors oui, je sais, certains décrivent la série comme n'allant nulle part ou inventant tout au fur et à mesure, mais pour avoir étudié la question, écouté les interviews et les intentions et plans des créateurs, je sais que c'est tout le contraire et qu'ils ont une bonne maîtrise des mystères principaux de cet univers. C'est une de mes grandes attentes de 2026. Quant à Spider-Noir, c'est Nicolas Cage qui reprend son rôle vocal des films d'animation Into et Across the Spider-Verse, enfin presque le même rôle, puisqu'on apprenait à l'occasion de la CCXP, la convention brésilienne, que ce Spider-Noir serait Ben Reilly, celui qui est apparu comme un clone de Peter Parker dans les comics. L'ambiance de Spider-Noir est, comme son nom l'indique, celui d'un film noir, tout en choisissant les années 30, alors que l'époque classique du film noir se situe plutôt entre les années 40 et 50. Nicolas Cage y incarnera un détective privé vieillissant, qui est aussi le dernier justicier d'une ville américaine, sans doute New York, désabusé et livré au crime et à la corruption. Tous les choix esthétiques semblent prometteurs à l'exception de la décision annoncée de rendre la série disponible en couleur, en plus du noir et blanc, ce qui vient, vous le reconnaîtrez, gâcher le parti pris artistique de base et le concept même. Si la série respecte les codes du film noir, on devrait y retrouver un propos social, en plus d'une romance sulfureuse ou impossible, et des inévitables crimes et dilemmes moraux. Reste à voir si on aura un monologue intérieur en voix off. Ce projet Spider-Noir me semble typique du tout ou rien, avec un potentiel de dingue pour convaincre ou décevoir. Je vais donner la victoire à From saison 4 face à tant d'incertitudes, mais c'est une des nouvelles séries à suivre de très près cette année. Au pied du podium et pourtant meilleure sans doute que certaines des séries mieux classées, je vous invite à découvrir et adorer The Pitt, saison 2 sur HBO Max, une nouvelle saison qui a déjà commencé depuis le 8 janvier. Contre elle, une nouveauté HBO Max, la très attendue série Lanterns, qui va introduire le corps des Green Lanterns dans le nouvel univers DC de James Gunn. The Pitt est la série hospitalière dont vous ne saviez pas que vous aviez envie. Je n'aurais jamais cru autant accrocher à la première saison, que j'ai commencé tardivement et à reculons, et au final c'était sans l'ombre d'un doute l'une des meilleures séries que j'ai pu voir en 2025, avec une distribution et une écriture magistrale. Là encore, j'en ai déjà parlé dans une vidéo récente qui s'appelait « Les avez-vous déjà regardés ? 3 séries et 3 coups de cœur ». Je vais donc éviter de me répéter, sinon pour vous inviter vivement à profiter de The Pitt. Du côté de Lanterns, plus qu'une fascination pour les Green Lanterns que je n'ai pas, du moins pas encore, ce qui me pousse à m'y intéresser autant, c'est surtout l'équipe créative réunie derrière. Le showrunner et co-créateur, c'est Chris Mundy, qui a été producteur sur True Detective et Ozark. Les deux autres créateurs sont Tom King, scénariste chevronné de comics, et Damon Lindelof, qu'on ne présente plus tellement il a écrit de choses magnifiques à Hollywood. Côté distribution, on a Kyle Chandler, valeur sûre, Aaron Pierre, star montante à l'aura magnétique, et Nathan Fillion qui revient dans le rôle de Guy Gardner, vu dans Superman. On sait aussi qu'on verra Sinestro sous les traits d'Ulrich Thompson, acteur marquant dans Banshee notamment. Ce sera une enquête au Nebraska qui prendra un tour surnaturel, à coup sûr avec l'implication de la prison interdimensionnelle Salvation et de l'organisation Checkmate. On peut espérer voir Lanterns arriver sur HBO après House of the Dragon, donc vers la fin de l'été. Je vais accorder la victoire à The Pitt ici, puisque Lanterns n'est qu'une promesse, et du fait de mon coup de cœur pour les personnages de l'hôpital de Pittsburgh. Néanmoins, attention à Lanterns, qui réunit des talents peu communs. Sur la 3e marche du podium, j'ai choisi The Boys saison 5, qui débutera le 8 avril sur Prime Video, la dernière a priori, qui verra enfin le point culminant de l'affrontement entre Homelander et Butcher, mais aussi à n'en pas douter le basculement irrémédiable de ce dernier du mauvais côté, si ce n'était pas encore le cas. Quant au Challenger, c'est une énigme puisqu'il s'agit de Neuromancer, son date de sortie précise sur Apple TV, l'adaptation du livre éponyme de William Gibson, qui a participé à poser les bases du genre cyberpunk en 1984. Vous connaissez tous The Boys et même si la saison 4 était à mes yeux la plus décevante,
il est difficile de ne pas attendre la conclusion d'une telle série avec impatience, d'autant que toutes les outrances satiriques proposées sur la société américaine semblent dorénavant rattrapées par la réalité de la seconde présidence Trump, entre néofascisme, post-vérité et décadence morale la plus extrême. Et au passage, si vous vous apprêtez à écrire un commentaire du style « Arrête de parler de politique, contente-toi des séries », c'est que vous n'avez a priori rien compris à cette série, ni sans doute à beaucoup d'autres. On sait qu'en plus de la distribution bien établie, la saison accueillera Jared Padalecki de Supernatural, un petit caméo de Seth Rogen, ainsi que l'inclusion de plusieurs personnages centraux du spin-off universitaire Gen V. Homelander est clairement l'un des antagonistes les plus réussis de ces dernières années en fiction, et c'est avec une certaine fascination morbide qu'on va le regarder mener sa logique au bout, en prenant le contrôle des États-Unis et en internant les contestataires dans des camps. Nous verrons bien si seul le mal peut vaincre le mal, et quel destin attend les anti-héros du groupe ou de l'ancien groupe de Butcher, sachant qu'il y aura nécessairement de la casse, la violence sera excessive, les limites seront transgressées, et nous verrons bien ce qu'il restera de tout ça au final, avec notamment le destin du jeune Ryan dans la balance. Du côté de Neuromancer, on peut dire que la prise de risque est maximale si l'esthétique cyberpunk a largement été explorée depuis la parution du roman, lui-même n'a pourtant jamais été adapté malgré des projets abandonnés en cours. La définition visuelle sera l'une des gageures de cette série, et pour l'instant nous n'avons aucune illustration ni garantie de la direction prise et de la qualité qu'on peut en espérer. À vrai dire, le récit même est plutôt casse-gueule, même si, ironique du temps qui passe, le sujet des intelligences artificielles générales se retrouve étonnamment d'actualité plus de 40 ans plus tard. C'est Callum Turner qui aura le rôle principal de Case, un hacker qui a tout perdu et à qui on propose un coût énorme pour reconstruire le génie de la matrice qu'il était auparavant. Brianna Middleton sera Molly, un personnage fascinant et récurrent des romans de Gibson, tandis que Mark Strong sera Armitage, le donneur de mission, ancien officier de l'armée américaine. Le showrunner est Graham Roland, qui a notamment travaillé sur Prison Break, Lost, Fringe et plus récemment Dark Winds, qui évoque les natifs américains, dont il fait partie en tant que membre de la nation Chickasaw. Alors je me suis mis dans la mouise avec un tel duel, puisque les attentes autour de Neuromancer peuvent être légitimement énormes. Toutefois, le statut de saison finale de The Boys doit malgré tout suffire pour lui octroyer la victoire. Médaille d'argent qui me vaudra évidemment des reproches, puisque j'oppose deux séries Prime Video avec Les Anneaux de Pouvoir saison 3 d'un côté et Blade Runner 2099 de l'autre. Chaque fois que je parle des Anneaux de Pouvoir, je me sens obligé de souligner que oui, j'ai bien conscience que la série est loin d'être parfaite, et je ne manque pas de lui adresser des critiques, d'ailleurs dans mes analyses assez poussées, du moins j'espère, même si j'aime surtout prolonger l'expérience en développant notamment les références et les connexions avec le lore de la Terre du Milieu. Une chose est certaine, à titre personnel, la série reste une attente majeure de l'année, car je reste admiratif de toute une partie de son esthétique, de sa musique dans son ensemble, et de la réussite de certains arcs narratifs, tandis que d'autres laissent clairement à désirer. Je ne vais donc pas faire semblant avec vous, j'ai très envie de découvrir la suite, en espérant toujours des améliorations et la continuité de ce qui fonctionne déjà. On peut supposer une sortie en fin d'année, en évitant cette fois le choc avec House of the Dragon. Cette saison 3 devrait voir Sauron, plus puissant que jamais, et une importance croissante pour l'île de Númenor, qui deviendra une scène centrale de l'histoire pour la saison 4, je présume. Quoi qu'il en soit, de grandes batailles se préparent. J'espère que les pérégrinations de Gandalf prendront davantage de sens et d'ampleur qu'en saison 2, dans laquelle ces quelques apparitions étaient anecdotiques, et ce malgré d'excellents interprètes. On devrait notamment en apprendre davantage sur les hommes destinés à devenir les fameux Nazgûl, autre point d'intérêt majeur de cette saison à venir. Difficile de deviner quand sortira Blade Runner 2099, peut-être en toute fin d'année, pour faire suite aux Anneaux de Pouvoir, ou inversement. Ce projet est en chantier depuis plusieurs années et son tournage s'est achevé en 2024. Néanmoins, la post-production est forcément une étape titanesque dans un univers qui implique des attentes presque impossibles à atteindre en termes esthétiques. On sait qu'une certaine Silka Louisa est scénariste et showrunneuse de la série, sachant qu'elle a travaillé auparavant sur Strange Angel, Halo et Shining Girls, rien qui me permette de la situer vraiment. C'est Jonathan Van Tulleken qui a réalisé les 2 premiers épisodes, tout comme il l'avait fait pour la série Shogun, ce qui est un peu plus rassurant. Toutefois, le nom que j'ai préféré trouver en faisant mes recherches est celui de Rob Hardy à la photographie. Et oui, Rob Hardy travaille toujours sur les films d'Alex Garland, y compris sur Ex Machina et Devs, qui peuvent se rapprocher vaguement de l'ambiance Blade Runner. Devs, c'était une série de Garland. Les 2 rôles principaux sont tenus par Michelle Yeoh, une réplicante en fin de vie prénommée Owen, et Hunter Schafer, qui jouera Cora, une fugitive qui cherche notamment à aider son frère. Et évidemment, il y aura une conspiration et la ville du Turfu sera en danger. Que dire sinon qu'il faut quand même une sacrée confiance de l'inconscience ou sans doute un bon mélange des deux pour se lancer dans une telle série après le bid commercial de Blade Runner 2049 de Villeneuve
malgré son aboutissement visuel indéniable. Et dans ce duel, je vais jouer pour la seule et unique fois de ce classement la carte de l'ex-aequo, car je suis passionnément curieux de découvrir Blade Runner 2099 en priant pour que ce soit excellent, tout en ayant extrêmement hâte de renouer avec la Terre du Milieu et son histoire à l'émerveillement sans fin. En toute première place, un duel qu'on ne pourrait pas imaginer plus fratricide qui oppose House of the Dragon, saison 3, qui arrive en juin sur HBO Max, à A Night of the Seven Kingdoms, qui commence dès le 19 janvier sur HBO Max également. Si la saison 2 de House of the Dragon avait semblé un peu abrupte, comme s'il manquait un épisode, on peut légitimement s'attendre à ce que la troisième commence très fort. Les affrontements devraient être relativement nombreux, de même que les coups de théâtre et autres trahisons. Suite à une première saison vraiment réussie, House of the Dragon reste pour moi la valeur sûre par excellence, tout simplement parce que j'adore la fantasy et qu'on sait qu'il s'agit ici d'adapter une saga qui est déjà totalement écrite. Alors oui, c'est vrai, George R. R. Martin avait été un peu critique de la propension des scénaristes à penser pouvoir améliorer le travail des écrivains qu'ils adaptent, en pensant clairement à lui-même, bien entendu, mais je pense qu'on peut quand même rester relativement raisonnablement optimiste pour cette saison à venir. En face, A Night of the Seven Kingdoms, c'est l'adaptation des Chroniques du Chevalier Errant du même auteur, bien sûr. On a une série courte avec seulement 6 épisodes d'une trentaine de minutes chacun environ, mais l'histoire est aussi simple que savoureuse et les personnages attachants vont participer à changer le point de vue qu'on peut avoir sur Westeros, ou du moins vont rappeler à certains spectateurs l'époque où ils pouvaient être à fond derrière Arya Stark ou Jon Snow. Le tournoi de Sandroguet offre un environnement idéal pour explorer l'état de la chevalerie de Westeros en l'an 209, soit 90 ans avant le début de la saga du Trône de Fer, à mi-chemin donc entre House of the Dragon et Game of Thrones, à une époque où les Targaryens règnent encore bien entendu. Cette bouffée d'air frais avec son lot de violence et de suspense néanmoins sera un des beaux moments série de 2026, si on peut se fier à l'enthousiasme de George R. R. Martin et aux excellentes bandes annonces que j'ai déjà analysées. Entre ces deux séries, je vais quand même donner la victoire d'une courte tête à House of the Dragon pour cette saison qui comptera 8 épisodes d'1 heure environ et sera aussi l'avant-dernière de la série. Si on s'amuse à faire le bilan de ce classement pentagruélique, on se retrouve avec 15 séries chez Apple TV, 13 chez Disney+, 11 chez Prime Video, 11 chez Netflix, 9 chez HBO Max, 4 chez Paramount, 4 chez Canal+, et 2 sur Peacock, sachant qu'une série, Sa Majesté des Mouches, n'a pas encore de plateforme attitrée pour la France, du moins pas à ma connaissance. Et je n'ai pas inclus dans ce classement les Chroniques de Bridgerton saison 4 qui arrive le 29 janvier sur Netflix et qui ne m'intéressent tout simplement pas du tout. Par ailleurs, il y a plusieurs séries très attendues qui ne devraient pas arriver cette année. On peut notamment citer The White Lotus saison 4, filmée en France, qui sortira certainement en 2027, Reacher saison 4, qui est incertaine pour 2026, Dune Prophétie saison 2, qui devrait aussi viser début 2027. Il en va de même pour le mastodonte un peu polémique Harry Potter, qui arrive en 2027, mais aussi pour de grandes attentes personnelles telles que Pluribus saison 2, Shogun saison 2, Severance saison 3 et peut-être God of War, mais là même 2027 ne semble pas gagné pour cette adaptation du célèbre jeu vidéo. Quant au projet Warhammer 40 000 autour de Henry Cavill, on n'en parle même pas, il n'y aura pas de sortie avant 2028 au mieux. Si ce travail titanesque vous a plu, vous pouvez devenir membre de la chaîne ou encore me soutenir sur Tipeee, et j'en profite pour faire ce que je ne fais pas assez souvent sans doute, à savoir remercier très chaleureusement celles et ceux parmi vous qui font la démarche d'un tel soutien financier. Les abonnements, pouces et commentaires sont évidemment plus que bienvenus et vous avez intérêt à les faire péter si vous ne voulez pas que j'annule la moitié de la liste des séries 2026 au hasard en les remplaçant par exemple des rediffusions de Sous le Soleil et Extrême Limite, sans parler de Joséphine Ange Gardien en 4K et 120 images par seconde pour un réalisme sans limite. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et maintenant, je pars me rouler en boule dans un coin après ce tournage marathon. Portez-vous bien et surtout, aimez-vous les uns les autres. Salut!